parlez pas aux gens à l'extérieur, vous parlez à vous-même. Et vous ravalez le son. Et quand vous parlez à quelqu'un qui est un peu dur d'oreille, vous projetez la voix davantage. Le monsieur te dit, vous projetez le son. Vous allez maintenant mettre le main en porte-voix et vous allez projeter le son en disant toujours n'importe quoi, mais très fort. Différents modes de réponse au J'avais pas stress. le micro, tu m'as entendu? Oui. Voilà. Allez-y, allez-y. Oh, c'est pas possible, il m'énerve, lui! Oh, pénible! Alors, Pascal est dans un vrai dilemme parce qu'il lutte contre lui-même. C'est pas toi. Et pourquoi? Parce qu'il ne se sert pas simplement de ses poumons, de ses abdominaux, mais il contracte les muscles du cou qui fait que sa voix est éraillée parce qu'il force sa voix. T'avais pas dit de pas le faire. Pardon? T'avais pas dit de pas le faire. Si tu veux te punir de quoi que ce soit, c'est toi le faire. Bon, bah Mais pas la mienne. maintenant j'aimerais bien qu'on m'écoute. J'aimerais bien qu'on m'écoute parce que j'ai quelque chose à dire. Vas-y. C'est fait. Projeter sa voix, c'est comme quand vous criez dans la montagne. Il n'y a pas d'effort dans la gorge. La gorge est ouverte. Donc tu vas recommencer, mais en parlant distinctement, clairement, et en projetant le son, sans raidir ton bouche. Ouvre bien ta gorge, laisse la voix sortir clairement. Si tu... Il est pénible, lui! Là, il n'y a plus cette irritation de la gorge, il n'y a plus de forcing. Ok? Maintenant, on va le faire différemment. Vous allez faire du bruit avec la bouche pour accepter d'être dans un comportement antisocial. Si vous êtes dans un très grand restaurant, comment parlent les gens dans un très grand restaurant gastro? Ils chuchotent. Il faut des rugbyman en troisième mi-temps pour foutre le bordel et faire du bruit. Je vais vous autoriser à faire ça. Vous allez faire patati patata le plus fort possible. Prenez beaucoup d'air, faites patati sur une expiration, vous reprenez l'air, faites patata sur une expiration. Vous voulez bien, je compte jusqu'à 3 et vous le faites le plus fort possible. 1, 2, 3. Patati, patata. Ok. Quand vous allez aux toilettes, vous bloquez la respiration pour pousser. Voilà. Et pourquoi les Chinois ont les yeux brillés? Parce que le riz, ça constille. Patati patata, pour projeter le son, le P et le T, c'est deux sons qui sont puissants. Au point que tous les petits garçons de la Terre, si vous leur achetez pas un pistolet ou une mitraillette, ils vont prendre un bout de bois et ils vont faire pom 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 ou ta 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 ta. C'est l'auriculaire qui retient le son et la sangle abdominale qui le pousse. Vous avez tous soufflé dans une poche de papier, tourné en haut et explosé, plus elle est grosse, plus ça fait de bruit. Écoutez bien le son. Vous entendez la résonance? Votre patati patata doit résonner partout et remplir la pièce. C'est libérer de puissance vocale que de le rassembler, et comme quand vous faites un feu d'artifice, c'est pas dangereux, c'est pas brûler un bâtiment, c'est juste projeter le son. On recommence encore une fois, brûler encore plus d'air et exploser encore plus. 1, 2, 3. Ok. C'est la même énergie que la première fois ou il y en a un peu plus? Il y a 20 à 30% d'énergie en plus. Qu'est-ce que vous en faites au quotidien? Vous la gardez sous la semelle, vous la mettez au congélateur. Donc, être vivant, c'est accepter l'intensité. Pierre vous a parlé du ressenti, des affects. Et la respiration, c'est un truc assez magique. Dès qu'il vous arrive quelque chose de positif ou de négatif, ça impacte votre respiration. Il y a un accident de voiture, il y a un gros crash, et on se demande s'il y a des blessés, et votre respiration est suspendue, vous êtes mis en alerte par l'anxiété. Et à l'inverse, vous prenez la naissance d'un nouveau-né,
une invitation pour un mariage et vous commencez à vous sentir mieux, etc. Ça vous met en joie. La respiration montre votre vécu intérieur. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir sur votre état émotif énergétique en changeant de mode respiratoire. On va le faire avec les 4 émotions de base: la peur, la colère, merci. Avec la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et je vais vous montrer ce que j'ai appris avec un très grand comédien, Jean-Louis Barrault, qui est décédé il y a bientôt 30 ans. Ils ont eu la chance d'être le soigneur pendant 5 ans. Donc j'ai eu des cours particuliers avec cet homme-là. Rappelez-vous, dans Les Enfants du Paradis, le mime merveilleux qu'il était. Donc c'est un homme très incarné. Et quand vous éprouvez une émotion forte, ça va altérer votre respiration et ça va vous donner une mimique. Et donc, neurologiquement, on repart en sens inverse. On va emprunter la mimique, on va apprendre à mentir vrai, et de voir ce que ça donne. On va prendre la mimique liée à l'émotion, le mode respiratoire normalement créé par l'émotion, et ça va créer un état émotionnel sans cause. Vous allez être triste sans avoir de raison d'être triste, être en colère sans avoir de raison d'être en colère, etc. Et à quoi ça sert? L'émotion vient du latin ex movere, mettre en mouvement. L'émotion est un système énergétique puissant qui va chanter les voies corticales supérieures, mais vous n'avez pas besoin de réfléchir pour agir. Je prends un exemple. Vous êtes dans un supermarché. Il y a le signal d'incendie qui retentit. Vous avez votre gamin et la liste des courses. Vous ne regardez pas votre liste des courses pour dire « Ah, faut pas que j'oublie les sardines, le terre, la raclette, etc. » Votre tête instinctivement cherche le signal lumineux avec la porte de secours. Vous commencez à choper le gamin et vous partez en courant. Ça, c'est la réaction normale de la peur. C'est un comportement d'urgence. C'est vrai pour la colère. Vous êtes sur le parking et il y a quelqu'un en train de forcer la porte de votre voiture. S'il est ni trop gros, ni trop tatoué, vous lui foncez dessus, même si vous êtes une femme, vous prenez le sac à main pour le massacrer, etc. S'ils sont plusieurs et très tatoués, bah vous allez prendre la peur, il y a beaucoup d'escampette, et partir en sens inverse pour pas qu'ils vous piquent la carte de crédit et le code. Il y a des situations d'urgence. Et ce comportement préinscrit dans nos gènes nous permet de nous adapter rapidement. Ça n'empêche pas de réfléchir. Mais ce qui est important, c'est que dans l'éducation, quand on n'a pas appris à exprimer au fur et à mesure ces émotions, on les ravale. La moitié des troubles psychosomatiques sont liés à des émotions refoulées, à des traumatismes refoulés non exprimés. Les émotions ne sont pas durables. Les sentiments sont durables. Je peux être jaloux de mon voisin qui a une femme plus belle que la mienne ou une voiture plus grosse que la mienne pendant 30 ans. Mais c'est pas pour ça que je vais aller lui crever les pneus. Juste jaloux. Et donc on peut avoir des inimitiés qui durent très longtemps, mais l'émotion n'est pas faite pour durer. Elle est faite pour être exprimée au fur et à mesure et pour nous mettre en mouvement. Donc si vous exprimez au fur et à mesure ce que vous ressentez, vous n'allez pas accumuler. Je prends l'exemple de la colère et de la frustration. Si vous avez l'habitude de vous suradapter aux autres et que vous dites jamais ce qui ne vous convient pas, il y a un jour, la moutarde va vous monter au nez et la personne qui passe dans le couloir va prendre la soupière sur la tête. Elle va vous dire, mais pourquoi moi? Tu n'avais qu'à pas être là. La mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment. Si vous dites les choses au fur et à mesure, dans la gestion des conflits, il y a la prévention des conflits. Si vous dites les choses au fur et à mesure de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas, les autres seront informés, mais vous n'allez pas l'accumuler, vous n'allez pas le ravaler. Et dans le langage populaire, on dit bien le garder au travers de la gorge. On en voit gros sur l'estomac, on en voit plein d'eau. Ce sont les maladies psychosomatiques que le bon sens décrit. Et donc cette régulation émotionnelle pour s'exprimer au fur et à mesure, c'est une vraie hygiène comme de se brosser les dents. Dire au fur et à mesure ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Oui, Pierre. Oui, il y a une émotion, c'est mon métier, je suis somatothérapeute, il y a une émotion qui est particulièrement sournoise, plus que toutes les autres émotions, c'est la sidération, c'est le choc. Non, c'est pas une émotion. S'il y a une paralysie totale. Non, c'est pas une émotion. La sidération n'est pas une émotion.
Oui, non, mais elle est consécutive. Ah, mais il faut Voilà. donner les choses comme elles Donc, sont. elle est consécutive à un L'accélération, viol, par c'est exemple, l'inhibition de à l'action un dans le choc. système endocrinien. À un choc émotionnel, on parle de choc. Peu importe la cause. L'accélération, c'est une inhibition du système. Ah, justement, je te redonne la parole pour Voilà. qu'il nous explique ça. Donc là, on ne va pas parler d'inhibition. Simplement, si vous prenez l'habitude de goûter et de ravaler, vous êtes dans un système fermé où vous vous privez de la réactualisation. Et là, ce qu'on va faire, qui est un jeu, qui est un exercice théâtral, c'est d'apprendre à vider votre congélateur de surgelé périmé. Les émotions que vous n'avez pas exprimées antérieures, elles vous encombrent. Elles sont dans les tensions de vos muscles, elles sont dans les restrictions, dans votre façon de respirer, etc. Et donc, J'aurais dû m'exprimer mieux. C'était les émotions réparatrices en cas de sidération. alors, ça, c'est tout un processus complexe qu'on ne peut pas dire en 2 mots. Mais entre le vécu, le ressenti et les mécanismes physiologiques, c'est important de bien dissocier les choses pour ne pas se tromper dans la compréhension du phénomène. Donc, on va rester juste sur exprimer les émotions sans cause. Ça vous va comme piste? On va commencer avec la tristesse. La tristesse, qu'est-ce qui se passe? C'est une inspiration longue et un soupir où on l'abandonne. Inspiration active, soupir passif. Et l'expression dans le visage, c'est un léger désappointement ou un très grand chagrin, c'est vous qui voyez. Vous pouvez rentrer dans l'intensité de l'émotion sans cause, juste en rentrant dans le jeu. Oh. 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 C'est à vous. C'est parti. Allez-y, allez-y. Il faut rentrer dans le jeu. Les croiser les jambes, rentrer dans le jeu. Le mur des lamentations. Oh yo yo. Allez-y, rentrez dans le jeu. Est-ce qu'il faut penser à un truc triste ou pas? Non, 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 pas du tout, rien. Juste la mimique et le mode respiratoire. Ok? C'est un comédien, c'est pour ça. Ça peut aider, penser à... La peur. La peur, les yeux sont exorbités. Et soit vous ouvrez grand les yeux parce qu'il y a un avion qui va vous tomber dessus, soit vous bougez dans tous les sens pour savoir qu'il y a un danger. Et la respiration, elle est syncopée. Elle est désynchronisée. Ça vient ça. C'est à vous. Allez-y. Rentrez à fond. Rentrez dans le jeu. Rentrez dans le jeu. Allez-y, encore plus fort, plus fort. Ok. Ok. Alors. Pour mentir vrai, il ne faut pas tricher. Je t'ai vu tricher. J'explique. Qu'est-ce que c'est de tricher dans le mentir vrai? Si elle fait la mimique et le mode respiratoire, mais que tes yeux continuent à sourire, tout va bien. Il n'y a rien de grave. Et donc, vous pouvez avoir des mimiques contradictoires dans votre visage, et quelquefois, quand vous dites à quelqu'un j'en ai marre, et que vous lui faites un grand sourire, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Que vous allez encore avaler les couleurs qu'il veut vous faire avaler. Donc, l'ambivalence dans votre expression, elle vous dessert. Est-ce que tu as peur face à l'inconnu? Ah non, moi je suis un enfant qui était extrêmement craintif. Je suis à la fin de la guerre, et même quand ma mère me portait, il y avait des réfugiés juifs à la maison, les officiers allemands qui venaient perquisitionner, je suis dans une histoire tragique. Donc j'ai grandi dans la peur et l'inhibition. Donc ce que je suis devenu, c'est par le travail profond dans la durée. On va continuer. Donc, quand tu rentres dans la peur, autorise-toi à vivre le sentiment de peur. Troisième, la colère, et on va le faire 2 par 2. Tu vas te mettre debout face à moi. Et est-ce que vous avez vu la publicité de Perrier avec la femme et la lionne qui se disputent, vous allez voyez sur le petit monticule. Elle a plus de 30 ans cette pub, mais elle marche très bien. Et il y en a une version avec une petite fille et un lionceau qui sont adorables dans leur façon de rugir. Donc rugir, c'est quoi? C'est une expiration active qui va vous stimuler en termes d'adrénaline dans vos surrénales
et qui va vous donner la patate. Mais pour ça, il faut accepter de mentir vrai, et je mets un tiers de l'énergie agressive dans les yeux avec les poignards, un tiers dans les dents, comme si c'est deux tigres qui s'affrontent, et un tiers dans les ongles, comme si on allait se déchiqueter. Et on va juste se regarder, ça va se faire tout à l'heure, on va avancer légèrement la mâchoire, et on va commencer à se regarder méchamment et à rougir. Et à montrer les crocs, montrer les crocs. C'est qui mordait ce qu'on-là, hein. Un type de par deux. Me mettre en colère, je fais. Vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire assis. Mais en face à face, voilà. Rugissez et mettez l'énergie agressive. Et il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Ça va vous faire du bien. Ça a été. C'est une foire d'empoigne. C'est une foire d'empoigne. Faites-le sans sourire. Sans sourire, en montrant les dents. Lui, c'est un peu. C'est ma Bernard, on va foncer. Est-ce que... Ok, revenez avec nous. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que ce dernier exercice vous a donné chaud? Vous sentez la chaleur encore? C'est l'adrénaline qui rentre dans le sang. À quoi ça sert? Par exemple, moi qui étais un enfant peureux, j'ai pour affronter mes peurs, entre autres faire de l'alpinisme, grimper en tête avec une mètre de gaz en dessous. Je ne suis pas arrivé du jour au lendemain. Ou est-ce sur un kayak, sur un torrent de 4 avec de l'eau qui pousse, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais la peur n'évite pas le danger. Donc si j'apprends à reconnaître mes peurs, la congruence, c'est quand je reconnais les sentiments, les émotions qui m'habitent, que je sais les nommer et que je peux les partager. C'est là que je suis bien en contact avec moi-même et que je suis libre d'exprimer, d'en faire ce que je veux, quand je veux. Ça va servir, entre autres, même pour agir dans les situations difficiles. Ça va vous redynamiser. Et je vais prendre un exemple très simple qui peut vous sauver la vie. Vous êtes au volant de votre voiture, il est 3 heures du matin. Vous avez déjà fait 3, 4, 500 km. Il y a encore 200-300 km à faire. Vous êtes crevé et vous avez les signaux faibles qui sont les paupières qui commencent à s'agiter et les yeux qui se ferment et les micro-sommeils qui arrivent. Vous connaissez le nombre de gens qui meurent sur la route avec les micro-sommeils? Beaucoup. Beaucoup. Il y a peu de prévention. La prévention, c'est soit vous arrêtez, vous dormez 20 minutes et vous repartez un peu plus frais, soit vous rugissez comme ça, plusieurs fois, ça vous fait l'effet d'une tasse de café très serrée. Ça réveille les enfants, vous dormez. On s'en fout. Pascal, tu peux faire qu'ils quoi? soient vivants, les enfants. Réveiller les enfants et arriver à bout de port, ou ne pas réveiller les enfants et aller dans le platane. Moi j'ai un pote qui est mort en rentrant de la chasse. Quand Et tu crevais, il était au volant. Et son copain qui était à côté de lui est mort parce qu'il a traversé le pare-brise. C'est moche. Et donc cette hygiène de soi, c'est de savoir disposer de son énergie à tout moment. Il y a des situations d'urgence où il faut faire face. Mais ne mettez pas votre vie en danger. Sachez vous économiser d'une part, et sachez rester vigilant en toutes circonstances. Moi, le but, c'est ça. On fait des choses plus ou moins risques, mais oui. Je l'ai expérimenté. Oui, Vraiment. oui. La pluie, tout Oui, ça, je connais c'est ça. je sais quelle ville. Le noir, on ne voyait rien. Chaque virage, on aurait dit que j'allais dans le fossé. Je me suis mis à hurler dans la voiture C'est jusqu'à ça. destination. Très bonne réponse. C'est vrai, c'est pas Excellent grave. réflexe. Excellent réflexe. 35 km, les 35 derniers kilomètres. Pratiquement, rien, pas tu hurles pas tout le temps. Mais il y a des moments où on sent qu'on n'en pouvait plus. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, c'est pas vrai. C'est ça.
Moi, ça me sert dans les passages Mais difficiles, comme ça. en montagne, pour franchir un passage difficile. Je vais chercher toutes mes ressources pour aller là où je dois aller. J'ai pas la marge d'erreur. Quelquefois, il n'y a même pas de corde pour me récupérer si je tombe. Non, il faut que ça passe. Mais ça ne peut pas arriver aussi après un grand stress. Lorsqu'on est dans Alors, on évacue. Ça permet d'évacuer le stress. le mur. Oui. Aller gueuler dans la forêt, ça vous aide à ne pas péter la gueule de votre patron ou de votre voisin qui vous gonfle, mais ça vous aide à ne pas le garder sur la patate. On reparlera de l'émission un peu plus tard, mais dans la gestion du stress, si vous exprimez au fur et à mesure, vous ne l'accumulez pas. On ne peut pas quelquefois supprimer les causes du stress, parce qu'on n'a pas pouvoir là-dessus, mais on peut gérer la manière de répondre au stress en allant l'évacuer. Je connaissais un mec qui était DG salarié d'une boîte familiale, et les deux patrons actionnaires étaient un peu à courte vue. Lui avait une vision de la stratégie pour les 3 ans à venir, mais il n'osait pas mettre les moyens, etc. Et lui, pour ne pas péter les plombs, le soir, il avait cassé les cailloux dans une carrière. Et grâce à ça, il préservait sa santé. Dans la théorie du stress depuis Hans Selye, le Canadien, c'est fight or flight, le combat ou la fuite. C'est les deux solutions de base pour survivre. Donc soit je me bats, je pars en vacances, je me fais porter balle, soit je trouve un autre endroit où je vais jouer au squash et je défonce le mur, mais au moins je reste aimable avec les gens au boulot le lendemain. Je ne vais pas aller loin pour le moment. Tu veux dire quelque chose? Oui, ma solution pour ne pas m'endormir au volant, Oui. depuis 1978, là où j'ai eu mon permis de conduire. À chaque fois que je faisais des grands trajets, j'allais de Paris jusqu'à Brest, on allait passer par Camaret. Donc, et je chantais à tue-tête tout le temps. Oui, ça aide. Tout le répertoire de Jacques Brel, je le faisais, et on n'avait pas de radio ni rien. Donc, et puis tout le monde dans la voiture, j'ai travaillé, tout le monde Et ça aide à oxygéner le cerveau. Donc le niveau d'alerte est plus la meilleure. Mais on peut aussi se lever tôt le matin. Plutôt que de partir à 11h du soir et de rouler toute la nuit, il vaut mieux se lever à 3h du matin et partir à 4 ou 5. On sera en Et milieu de éviter de se faire plomber par la levée du soleil. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on aille un cran plus loin avec la dernière émotion, la joie. Imaginez qu'on est au marché de Noël sur la place Saint-Léger à Chambéry et qu'on se mette à jouer avec nos émotions comme ça, publiquement. Comment le public va réagir? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au marché de Noël de Chambéry, il y a 4 personnes qui font ça? Mais formidable, formidable. Mettez vos pieds à plat. Mettez vos pieds à plat. Mettez vos pieds à plat. Montrez légèrement le menton. Fermez vos yeux. Voyons. Fermez vos yeux. Vous avez ouvert le placard aux émotions et laissez réagir en vous ce qui circule. Ça peut être des émotions refoulées qui n'ont pas été exprimées. Laissez-les remonter. Vous avez remis en route l'ascenseur avec des émotions enfouies. Laissez-les remonter. Regardez aussi si vous avez pu vous engager dans chacune des 4 émotions. Est-ce que vous avez pu les exprimer intensément? Ou est-ce qu'il y en a que vous avez un peu évacué? Rappelez-les. Et regardez, ne parlez pas. Juste écoutez ce qui bouge en vous, ce qui circule en vous. Et regardez aussi l'état de neutralité relative. La neutralité émotionnelle, l'équanimité, ce n'est pas l'absence d'émotion. Au contraire, c'est j'exprime mes émotions au fur et à mesure et je suis tranquille entre des moments où j'ai des émotions plus fortes qui passent. Regardez l'état de sérénité relative dans lequel vous pouvez être maintenant en ayant actionné la roue des émotions. Prenez une grande respiration, regardez comment est votre respiration maintenant. Comment est votre état énergétique. Et puis ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous? Bien. Bien? Détendu. Détendu? Vous aviez déjà fait ça?
pas comme ça. Est-ce que c'est réservé à une fois dans la vie, à l'affaire de messieurs à Bassins, ou est-ce que vous pouvez l'introduire plus souvent dans vos vies? Je veux dire que cet état-là vient des 4 émotions qu'on a fait avant, c'est lié. C'est un état énergétique physiologique créé par les désinhibitions dans l'expression d'émotions intenses. Ça va ensemble. Ouais, c'est la respiration et la réactivation de la mémoire émotionnelle qui va faire qu'on nettoie le circuit. Prenez-le comme une roue. C'est l'écran. Ah, c'est Chaque émotion est une boîte de vitesse. Et c'est un clan dans la boîte de vitesse. La colère, elle vous fait aller de l'avant. La peur, elle vous envoie en marche arrière. La tristesse, elle vous plombe. À quoi sert la tristesse dans la vie sociale? À quoi ça sert la tristesse? Ça vous sert à accepter les deuils. Est-ce que vous êtes plus fort que la mort? En Corse, en Bretagne, en Irlande, au Maghreb, il y a des pleureuses qui aident les familles à évacuer les sentiments de tristesse pour aider le deuil à se faire. Vous avez à l'inverse la femme d'un marin qui est veuve à 30 ans et qui, pendant 30 ans, va aller au cimetière habillée en noir tous les jours, fleurir la tombe de son mari défunt. Comment est-ce qu'on tourne la page? Un jour, dans un stage avec des seniors actifs chez Airbus, on en a eu 500 qui sont venus faire le travail de ressourcement pour les gens de plus de 50 ans, 50-60. Il y a une dame d'origine espagnole qui arrive tout en noir, à cinquantaine, et je comprends rapidement qu'elle est veuve. Et je dis, vous êtes veuve depuis combien de temps? Elle me dit, ça fait 10 ans. Mais en fait, elle a le visage tragique de la tristesse dans son visage, et elle est restée endossée dans ce costume et cette posture de veuve, et elle stagne. Et pendant toute la semaine, on fait des choses un peu rigolotes, etc. Et puis elle réactive son enfant intérieur. Et à la fin de la semaine, elle arrive, au lieu d'être en noir, elle arrive en robe colorée. Et à la fin de la semaine, son projet, c'était de faire des lectures dans les écoles pour enseigner aux enfants. Elle a repris le goût et la joie de vivre, etc. Et donc, même les deuils les plus forts, on peut les traverser, les dépasser. Martin Gray, qui s'est battu dans le ghetto de Varsovie, qui a perdu sa famille, tué par les nazis. Il a construit une deuxième famille en Provence, qui a été brûlée dans un incendie humain. Il a construit une troisième famille aux États-Unis. Vous vous rendez compte, la force de caractère, c'est qu'il faut rebondir malgré les épreuves. Mais chacun d'entre nous traverse des épreuves. Mais comment on les traverse? Comment on les dépasse? Et le souffle, le corps, l'expression des émotions, la qualité des relations que l'un avec les autres sont des éléments très importants. La joie, c'est l'hélicoptère qui vous tire vers le haut, qui vous dilate la rate. Mais est-ce que vous acceptez toutes les émotions? Moi, comme j'avais peur, je ne m'autorisais pas à l'expérimenter, à l'éprouver. Et derrière la peur, il y avait une immense tristesse des conditions dans lesquelles j'ai émergé. Et donc, pour être capable d'exprimer mes convictions, je n'osais pas m'affirmer. Il a fallu que je fasse le travail de nettoyage pour contacter la peur, la vivre, contacter la tristesse, la vivre, et ensuite trouver la liberté. Il n'y a pas d'émotion qui soit mauvaise. C'est comme un surfeur sur la vague qui prend le courant et qui va se tenir juste avec la main pour être en équilibre. Donc si vous surfez sur les émotions, c'est une aide, c'est un appui, c'est un moteur. Et il n'y a pas besoin d'en avoir peur. Et encore faut-il que dans votre famille, on vous autorise à exprimer vos émotions, qu'elles aient été entendues, écoutées, etc., qu'elles soient recevables. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est votre responsabilité, avec vos enfants, avec vos proches, d'exprimer votre ressenti et de le partager, et d'écouter celui des autres. Comment est l'atmosphère maintenant dans cette salle? Sereine. Comment vous percevez l'atmosphère? Ouais, sereine. C'est différent de ce matin? De quand
est arrivé. Moins tendu peut-être. Regardez-vous les uns les autres, regardez-vous les uns les autres. Moins tendu. Avec ce mentir vrai de la roue des émotions, vous allez partager un moment d'intimité. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, le cœur ouvert, de votre propre sensibilité dans la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez partager comme élément de votre vie qui vous touche vous et que vous avez envie de partager avec les autres? Qui a envie de dire quelque chose avec cette sensibilité-là? C'est une prise de risque. C'est une prise de risque. Qui a envie de communiquer quelque chose de personnel? Claude, tu vas nous lancer. Bah, moi, je suis très émue. Je suis très émue et ravie en fait de partager ce moment. Et en plus, pour moi, avec une valeur super forte, il y a mes parents en fait, et ils sont venus pour partager ce moment avec moi et découvrir ce nouveau monde dans lequel je vais évoluer. Donc pour moi, je suis hyper émue et aussi par vous, parce que vous êtes là. Et pour moi, c'est juste chacun d'entre vous, c'est une richesse, un trésor. Donc merci. Voilà. Alors moi, je veux dire, je suis venue pour la vieillance, enfin, la vieillesse, comment vieillir bien. Et en fait, j'avais un peu d'appréhension quand même. Hein. Et finalement, j'ai rencontré deux êtres humains exceptionnels, vous deux, Édouard et Pierre. Et puis un groupe de gens adorables. Et c'est plein d'amour, c'est plein de bienveillance et je suis hyper contente. Voilà. Merci Nathalie. Bravo. Je vais faire un adage sur la résilience, parce que tu nous as parlé de Martin Gray, qui est un exemple de résilience exceptionnelle, comme l'a très bien écrit aussi Boris Cyrulnik, bien entendu. Mais ce que je dirais, c'est que chaque organe est relié avec une famille d'émotions. Et donc, l'expression populaire a fait qu'on a repris chaque organe pour expliquer son émotion. J'ai la rate au courbouillon, j'ai un nœud à l'estomac, j'en ai plein le dos, il y en a bien d'autres. Hein. J'ai le cœur serré, vous savez ce que c'est? C'est les poumons, comme il a expliqué, qui se rétractent et qui viennent serrer le cœur. C'est cardiaque. Et voilà. Il se resserre. Alors bon, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la résilience, selon moi, c'est l'art d'aller de l'avant en passant par avant, tout en délectant le moment présent. Alors plutôt que dire, comme nous a dit, je ne sais pas si c'est ce matin ou hier, mon ami Édouard, il parle de carpe diem. Mais moi, carpe diem, ça ne me parle pas. Moi, ce qui me parle, c'est carpe momentum. Parce que quand on dit carpe diem, le jour où tu as commencé, plus belle lurette. Donc des fois, ça m'empêche. Avez-vous, dans le rapport au temps, les aspects biologiques, les aspects culturels, dans la culture européenne, on va du passé vers le futur et on a cette espèce d'utopie qu'on va des ténèbres vers la lumière. Or, c'est pas vrai. Il y a une alternance. Pour les Chinois, c'est un cycle qui change, qui s'accumule, les choses reviennent, les crises reviennent. Vous pensez que les guerres étaient finies? Merde, elles sont là et massivement là. Depuis la nuit des temps, l'homme est en révolution permanente. Oui, il y a quelque chose. Oui, un peu comme mon temps, je vais avoir un peu. Bien que je sois enroué. Je partage tout à fait, je fais mienne, ou du moins, c'est pas comment on dit un triptyque, mais lorsqu'il s'agit de truc, je ne sais pas quoi dire. Bon, la tristesse, la peur, le moteur de la colère, qui peut nous conduire vers la joie. Où j'ai du mal à m'expliquer, c'est lorsque, et que ça s'applique à moi, je dirais. Lorsque ça s'applique à moi, je suis dedans. Mais lorsque ça s'applique à moi et que la peur et les ressentis pour les autres et pas pour moi-même, je suis désarmé. Alors, dans le monde des sciences humaines, que Bernard Sédem connaît bien et Pierre aussi, il faut distinguer la sympathie et l'empathie.
Sympathie, c'est souffrir avec. C'est l'infirmière qui, la nuit, chez elle, dans son lit, ressent dans son corps les douleurs du membre fantôme de l'amputé dont elle s'est occupée dans la journée. C'est psychiquement et inconsciemment une identification à l'autre qui fait que lui et moi, on devient la même chose. Donc je vis au travers de lui, intérieurement, des choses qui lui appartiennent. L'empathie que les soignants apprennent à développer, c'est rester en contact avec sa sensibilité. Je perçois avec ma sensibilité ce que tu vis, ce que tu es, ce que tu ressens, mais tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Ça t'arrive à toi et pas à moi. Et donc je peux être dans le soutien le plus fraternel, mais pas dans la confusion des genres. Je ne vais pas souffrir avec toi. Lorsqu'il s'agit Je vais raisonner dans ma sensibilité avec toi. Moi, je ne peux pas sauver toute la misère du monde. Donc j'ai choisi d'agir là où je peux, comme je peux. Mais il y a des catastrophes qui me dépassent, où je ne peux rien, j'accepte la tristesse de l'impuissance. Quand il y a une catastrophe, quand il y a une explosion nucléaire au Japon, quand il y a des naufrages, des tremblements de terre, des choses où je ne peux rien. Je ne peux être que solidaire de ceux qui souffrent, mais ça dépasse mes capacités. Donc c'est important de savoir poser sa limite, sinon les pompiers ne survivraient pas. J'ai un pote qui a vécu 80 cadavres qu'il a ramassés sur la route, fracassés dans des bagnoles, c'est dur à digérer. Donc savoir se distancier de ces émotions, ça ne veut pas dire les couper, les supprimer, mais se distancier et les gérer tranquillement à sa mesure. Ça doit aller jusqu'au plus proche. C'est ça, c'est ça. Moi, je me rends compte que je suis impressionnée par les émotions, là. Ça m'a impressionnée, cet exercice. Ça m'a presque fait peur, en fait. Donc, je me dis que peut-être que mes émotions à moi, ça m'impressionne finalement. Et alors, particulièrement, même pas que, mais entre autres, la colère. J'ai fait pas mal de biodanse, Oui. on a fait Tigre, tout ça. Mais on ne projetait pas tellement pas trop sur. Enfin, moi, je n'aimais pas projeter la colère sur l'autre. Ça, c'est un truc que je trouve qui est compliqué. Donc, ça m'a un peu. Voilà, j'étais un peu en difficulté parce que il me semble que dans la vie, si on se balance notre colère les uns contre les autres, ça fait ping-pong un peu. Voilà, c'est des réflexions. Alors, ce qui est important, c'est que tu comprennes que ce n'est pas ta personnalité à toi, mais qu'il y a de l'imprégnation culturelle de ton environnement. L'environnement, les émotions ne s'expriment pas. Moi, je viens d'une famille slave où on se touche. Les émotions s'expriment par le contact. Et les familles où on ne se touche pas. L'expression des sentiments ne se fait pas par le contact. Il y a un couple qui s'entend très bien, ils s'aiment beaucoup, ils s'estiment, ils s'apprécient. Un vient d'une famille où on démontre l'affection par le contact, et l'autre, pas du tout. Celui qui a l'habitude de démontrer l'affection va trouver l'autre un peu froid. Et celui qui ne montre pas va trouver l'autre un peu envahissant, un peu collant, etc. C'est simplement des décalages culturels. À quoi sert l'expression des émotions? Moi, j'ai appris à me battre, pas avec les arts martiaux, avec le close combat des parachutistes. J'ai 3 frères pour faire la guerre d'Algérie, dont 2 comme parachutistes. Donc à 16 ans, non seulement j'étais dans une salle de dissection avec une autopsie, mais mes frères m'apprenaient comment on tue quelqu'un. Je n'avais tué personne. Et moi qui étais un enfant peureux, ils m'ont envoyé faire du sport, du rugby, pour que j'accepte la confrontation, etc. Ils m'ont appris à être courageux. Mais comme je sais me battre, je ne me bats jamais pour moi m'imposer aux autres. Je me bats avec des gens qui se battent pour éviter qu'ils se blessent et pour arrêter le combat. Je n'ai pas peur de rentrer dans la bataille, parce que je sais quoi faire. Mais je ne m'en sers pas contre eux, je m'en sers pour eux. Et donc savoir exprimer sa colère, de temps en temps, j'engueule mes clients, j'ai des grands clients. Je traite de bande de cons quand ils déconnent. Je suis un bouffon. Mon travail de bouffon, c'est dire au roi d'Agobert qu'il mit sa culotte à l'envers. Moi qui suis un enfant peureux, pour devenir un adulte courageux qui dénonce ce qui est inacceptable avec des gens très puissants, il a fallu que je prenne du courage en moi. Et j'ai appris. Et donc, fréquente des gens qui sont à l'aise avec les émotions, et regarde à quoi ça va te servir pour ta santé personnelle, pour ta santé relationnelle, etc. Ça a du sens ce que je suis en train de te dire? Si demain, comme tu vas être traité, tu vas faire du théâtre et que tu encadres des jeunes gens pour leur apprendre à exprimer leurs émotions,
tu vas leur sauver la vie. Au lieu d'avoir des pathologies psychosomatiques parce qu'ils ne savent pas exprimer leurs émotions, tu vas apprendre à s'ouvrir, à dire les choses au fur et à mesure. Tu vas les rendre courageux. Parce que être sur scène et se montrer, c'est pas simple. Et surtout de s'exprimer de manière intime. Et ça s'apprend. Je voudrais qu'on continue à bouger, parce qu'on a encore un pas à faire. Et... Je voulais rajouter quelque chose. Allez. Ah. Merci de ce que tu amènes, parce que ça réveille une question en moi et une observation, c'est que je peux avoir peur d'être violent avec l'autre parce que la violence me fait peur. Et du coup, je me dis, bah, si moi ça me fait peur, c'est pas entretenir la violence. Et du coup, je peux aussi l'éviter. Et il y a la violence contrôlée, c'est-à-dire jusqu'où je suis dans la violence et jusqu'où je suis dans le cadre, même si j'exprime mes émotions. Mais du même coup, je peux être dans l'amour excessif, par besoin d'être aimé, ou par peur de ne pas aimer l'autre, parce que du coup, il va jouer avec moi. Et ça, c'est une dépendance affective. Oui, ça, c'est une dépendance affective. Mais aimer l'autre, lui dire qu'on l'aime, c'est aussi quelque chose d'extrêmement dur. Puissant. Et très puissant. La question, c'est, quand je le dis, pourquoi je le dis? Est-ce que je le dis en attente de quelque chose ou simplement parce que j'ai envie de le dire? Voilà. Et la question, c'est comment je suis à l'intérieur de moi et pourquoi je le fais. Voilà, je vais prendre un exemple. Je connais le client bien châtillien. Quelquefois, dans mes animations de coaching d'équipe, j'ai des gens très puissants. Et un jour, dans un coaching international, j'ai eu une équipe avec un Texan américain dans un laboratoire pharmaceutique qui jouait un peu au cow-boy, qui était assez arrogant. Et il y avait des gens français plus adaptables qui se laissaient emmerder. Il y a un moment donné, je l'ai traité comme de manière amicale et j'ai mis une grande claque dans le dos. Mais elle était cuisante, cette claque. Et comme je lui souriais, je lui ai volontairement envoyé un message, un double message contradictoire. Je lui ai dit en même temps, je peux communiquer avec toi et en même temps, je peux te faire mal. Tu choisis. Mais le macho qu'il était a rencontré le macho que je lui ai montré. Ce qui compte, c'est pas que ce soit vrai, c'est que c'était vraisemblable pour lui parce que ça brûlait dans son dos, là où j'ai mis le claque. Donc il a commencé à m'écouter moi, à faire attention au message que je passais pour que lui respecte les autres. Parce que lui, c'est moi le cow-boy, c'est moi le shérif, c'est moi qui fais la loi. Tu fais pas n'importe quoi avec les autres, sinon tu vas avoir affaire à moi. Je vais dire un truc très net. Oui. C'est pas un truc de bêtise. Je suis sûre que je dis une bêtise. Alors, je peux faire la même chose avec une femme sans la toucher. Et quand il y a une salope, je vais la mettre à poil. Et dans le monde de l'entreprise, il y a des salauds, il y a des salopes. Il y a des gens toxiques qui détruisent la vie des autres. Moi, mon boulot, c'est d'être observateur, mais d'être sans complaisance. Quelquefois, c'est le big boss qui est pervers. Mon boulot, c'est pas de le cautionner, de le mettre à son service. Moi, je suis au service du collectif. Vous êtes bien tranchant, finalement. Oui. Il faut oser l'être. Alors, il y a une métaphore que j'utilise souvent sur la colère. J'ai beaucoup d'amis chrétiens très engagés, avec une foi très profonde, qui souvent ont été dans leur éducation mal comprise, inhibés dans leur puissance personnelle, et qui n'osent pas se mettre en colère, se confronter, dire non, etc. Je vous donne l'exemple du Christ. Dans le temple de Jérusalem, à un moment donné, il y a des marchands du temple qui sont là, qui ont envahi le temple. Lui prend un fouet, il les sort dehors à coups de fouet. Ça s'appelle une sainte colère. Si le Christ l'a fait, pourquoi moi je ne le ferai pas? Je ne le fais pas pour prendre la place et les virer pour installer ma boutique. Et quand quelque chose est inacceptable, je le dis. Mon père a déserté de l'armée autrichienne en 1917. Il était un enfant soldat en relais de force. La moitié des hommes de 3 générations, de 3 siècles, sous domination autrichienne, sont morts pour l'empereur d'Autriche. Il s'est engagé dans la région tchèque qui s'est battu du côté des Alliés en 1917. Alors moi j'ai des leçons de vie qui viennent de gens qui ont éprouvé ça sur le terrain. Il faut avoir les yeux en face des trous, il faut savoir prendre position. Est-ce qu'on accepte l'inacceptable? C'est vous qui voyez.
Mais le courage, c'est de faire face aux situations, puis de prendre position. Chacun prend le choix qu'il veut. Mais on a besoin du courage pour de temps en temps faire face. Il y a un petit truc me concernant, parce que c'est mon pas avec soi. Et puis ça me ramène à ce que j'ai entendu. Puis de la façon aussi dont on s'exprime, la façon dont on présente les choses, peuvent avoir des fois une répercussion qui peut laisser des traces. Pour ma part, ma plus grande peur, que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, c'est le cliché, c'est la loi du genre. Voilà, tu dois aller par là, tu ne dois pas aller par là, tout ce qui est très judéo-chrétien, parce que j'ai une éducation dans ce sens-là. Et donc la peur qui m'obsède, c'est la loi du genre, c'est le cliché. Les féministes me gonflent maintenant parce que j'en peux plus. J'en peux plus j'en peux plus de tout parce qu'on ne laisse plus la place à l'humain. Alors, ton message essentiel, c'est quoi? Mon message essentiel, c'est de dire que j'ai toujours peur, aujourd'hui, du cliché. Il est comme ça. Quand ma femme, mon épouse, me dit t'es violent, t'es extrêmement violent, parce que j'ai dit une phrase qu'elle a accueillie en toute violence et non pas en toute bienveillance, ça fait du mal. Et donc c'est très dur à se justifier. Alors on s'empêtre, on met les pieds sur le tapis, et puis voilà. On aurait besoin d'une demi-journée entière voilà. Pour travailler sur la gestion des conflits et les postures. Je voudrais avant ça que vous leviez, que vous alliez là-bas. Et on va bouger un peu, on a encore deux choses à faire avant de faire une petite pause. C'est très sociétal ce que j'ai dit. Je vais mettre Pascal pour que tu m'entendes son micro. Moi j'ai mis dernier. Nous avons fait quelques propositions simples pour visualiser la seule place de Chicon, qui ne fait que celui-là, qui ne pas le de là. Et encore, imaginez que vous n'êtes pas un squelette. Et dans la manière dont on va bouger, imaginez que vos bras sont comme des rubans de soie. D'accord? Donc vous lâchez complètement vos muscles, pas de la puissance de les pieds parallèles, vous fléchissez le poids du corps plutôt sur les talons, la respiration, lâchez le genou, vous allez respirer jusqu'au nez. Imaginez que vous êtes une marionnette, décalez un peu, on se fait un petit peu. La marionnette suspendue par les pieds, la marionnette ici, levez les bras, vous allez inspirer dans le bras, expirer en même temps que vous montez les bras. Attirez au-dessus de la tête, vous les passez l'un sur l'autre, vous essayez de ramener une sans relâcher, l'autre sans relâcher. Vous expirez. Respirez par le nez, silencieusement. Inspire, je me tourne le nez comme si j'avais passé dans la piscine, expire, le bras souple, mouvement de soi. Inspire par le nez, très long.
j'avance, regarde, les bras, on va chercher l'énergie devant, j'inspire, j'embrasse, et je ramène un expire. J'inspire, plus relâcher, plus relâcher. Bouge bien sur les jambes, j'avance, je recule. J'avance, je recule. Avance moins le buste reste droit. Mon bassin qui avance. Et je recule. J'inspire, j'expire, je pousse. J'inspire, j'expire, je pousse. J'inspire, j'expire, je pousse. J'inspire, j'expire, je pousse. Bouche fermée. Par le nez, j'inspire. Numéro. Je tourne, je viens de trouver la danseuse indienne et je vais tordre le linge, je vais essorer mon linge comme si j'allais toucher les murs des deux côtés. J'allonge mes bras, je fais la torsion de mes bras. Voilà, c'est ça. C'est un peu lourd dans les épaules parce que nous n'avons pas l'habitude de faire ce mouvement de torsion ou d'étorsion. Je reviens. Les parallèles. J'inspire, je fléchis les genoux. J'expire, je pousse, toujours le risque par le genou. J'inspire, je ramène. Je remonte sur les jambes. J'inspire, on met dans le cheval, pousse relâché, et tombe juste les doigts de la face. Pousse relâché. J'expire, je remonte sur les jambes. J'inspire. Vous allez rester 10 respirations ici. Inspirez par le mouvement. Quand vous expirez, vous partez le périnée pour faire monter le diaphragme plus haut. Quand vous inspirez, vous relâchez le périnée. Pensez que vous avez encore la ceinture autour de la taille, de la base de la côte, pour bien respirer le diaphragme.
gens de Vaud. Les gens de Vaud. Vous sentez ces dates de sol. Okay. On va faire un petit dernier, parce qu'on va faire l'exercice aussi. Vous mettez par là, passe par là. Donc, vous êtes passe par là. Je vais mettre devant vous pour vous le montrer. Je vous montre une fois devant. C'est une salutation pour clore un entraînement soit Tai Chi, soit Qigong. Et par rapport au moment où il parle de l'énergie du ciel et de la terre, ça c'est mignon. Là, toujours les bras en devant de soi. J'inspire. C'est un demi-cercle. J'expire, je finis mon cercle. Mon autre bras fait l'autre demi-cercle. J'inspire. J'expire, j'équilibre le ciel et la terre. J'inspire, j'accueille les énergies du ciel. J'expire, je m'en ai. Je fais dans le même sens que lui. On est à 3 fois. Simplement, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Voilà. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Une dernière fois, je ne dis rien. C'est très bien. C'est ce qu'on avait prévu de faire avec les jours. Edouard a le dos tourné, je vais vous demander à tous de l'applaudir bien fort parce que quand on a passé un certain cap, et ben on en voit plus. Je vous explique ce qu'on va faire le temps que c'est pas le bon micro. Le vrai micro. Ah, il était pas loin. Ouais. Alors, il y a un dernier exercice avant que je réponde aux questions avec Bernard et avec Pierre sur les questions posées ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez tous écouté au moins une fois le Boléro de Ravel. Vous avez peut-être vu le spectacle du Boléro de Ravel avec le chorégraphe qui fait ce magnifique film qu'on voit dans Les uns et les autres avec Georges John qui danse le film de Lelouch. Le nom va me revenir au chorégraphe. Si vous vous rappelez la musique, il y a 3 trames sonores dans la musique. Il y a la mélodie. La mélodie, vous allez l'écouter dans la tête. Dans le ventre, pour parler des 3 centres énergétiques, vous allez écouter le boum, 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 boum,
grosse caisse. Dans le cœur, vous allez écouter le tam, 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 d'accord? Donc vous allez écouter la musique avec vos 3 centres énergétiques. Et on va le faire les yeux fermés, en respirant amplement et profondément. Donc dès que tu as trouvé Nathalie, tu lances la musique, pied bien à plat, le paume de main vers le haut. Vas-y, tu lances, et tu mets assez fort. Je sais pas si c'est ça. Le menton légèrement rentré. Commencez les yeux fermés à méditer tranquillement, à sentir votre corps entier, à sentir l'espace du ventre et le périnée que vous avez activé en le contractant tout à l'heure. Respirez profondément dans le ventre. Prenez le temps d'aller au bout de l'inspiration, au bout de l'expiration. Prenez tout votre temps. Le centre du ventre, 2 doigts en dessous du nombril. Et percevez l'espace de la poitrine jusqu'au cou et aux épaules. Le centre de la poitrine, entre le sternum et la zone entre les omoplates. Encore un peu plus fort. Le son. Je vais l'amener là. Ok, ça va. Puis conscience de l'espace du cou et de la tête, du centre de la tête entre le front et l'occiput. Écoutez la mélodie dans la tête, la grosse caisse dans le ventre, et la caisse claire, le taratata dans la poitrine. Comme si vous faisiez l'autocanal, à respirer votre diaphragme comme si vous aviez encore la ceinture autour des basses côtes. Allez tout au bout de l'inspire, tout au bout de l'expire, sans faire d'effort. Ouvrez-vous à la plénitude. Puis tranquillement, vous allez vous balancer à droite et à gauche pour trouver les articulations de notre colonne vertébrale. Et vous allez bâiller, soupirer, vous
vous étirez paresseusement, comme un dimanche matin. Soupirez bruyamment. Tu veux bien réduire le son, tu veux le garder pour la réduire. Je peux. Avant de faire une petite pause pour nous préparer la table ronde, je vais commencer à morceler la réponse aux questions que vous me posez. Il y en a deux sur le sommeil, donc je vais commencer par ça. Et puis vers là, Pierre, vous étiez bien venu de compléter ce que je pourrais dire, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez déjà lu La Révolution du sommeil de Pierre Flucher? Pierre Flucher est un ingénieur central qui était passionné par le sommeil et le rêve et qui, en plus de son boulot d'ingénieur, a écrit 10 bouquins sur le sommeil en se renseignant dans la vulgarisation, au point que il y avait le professeur Jouvet à Lyon qui est un grand spécialiste du sommeil, et Pierre Flucher, après sa retraite, est devenu moniteur sur la physiologie du sommeil pour les études en médecine à l'université de Bobigny. Parce qu'il avait bien rassemblé son sujet, il le traitait bien. Et donc il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est la notion de cycle du sommeil. Chacun a des cycles qui varient entre 1h30 et 2 heures, entre le sommeil léger qui va devenir un sommeil profond et le sommeil paradoxal dans lequel se passent les rêves. Mais que c'est normal de se réveiller même si on n'est pas âgé avec un sommeil de moins bonne qualité, c'est normal de se réveiller de temps en temps la nuit. Parce qu'on est en train de remonter et de passer d'un cycle à l'autre. Donc ce n'est pas un souci en soi. Par contre, si on ne sait pas quels sont les trains du sommeil, le train du sommeil, c'est quand le soir, vous avez les paupières qui commencent à papillonner, vous avez des bâillements qui vous prennent, le train de sommeil va entrer en gare. Si vous allez vous coucher à ce moment-là, c'est souvent vers 23h pour beaucoup de gens. Il y en a qui se couchent plus tôt, qui se couchent à 9h du soir. On se réveille à 5h du matin. Mais si vous prenez le train du sommeil au bon moment, c'est bon. Si vous ne le prenez pas, vous allez louper le train du sommeil, vous devrez attendre le train suivant. Et donc imaginez que vous avez une vie active et que vous devez partir le lendemain matin, prendre l'avion, prendre un train, et qu'au lieu d'avoir vos 4 cycles équilibrants, vous deviez partir à 5h, 6h du matin. Ça veut dire que vous allez détruire le dernier cycle. Et si vous avez loupé le premier parce que vous avez regardé une émission de télévision qui vous plaît, au lieu d'aller vous coucher à 11h, vous allez coucher à minuit, vous n'allez pas vous endormir à 1h du matin. Donc en fait, vous n'avez dormi que 2 cycles. Alors que si vous savez aller vous coucher tôt, vous aurez au moins 3 cycles, même si vous devez vous lever tôt. Quand vous êtes reposé, vous remontez à la surface naturellement. Vous êtes éveillé, même si le réveil n'a pas sonné. Moi, ce matin, je suis réveillé à 6h. Je me suis couché à une heure raisonnable, à 10h30. Il était à 11h, mais à 6h, je suis réveillé. J'ai préparé ma journée, j'ai continué à bouquiner. Je n'ai pas essayé de redormir plus. J'avais eu ma dose. Ce qui compte, ce n'est pas que la durée du sommeil, mais c'est sa profondeur. Et vous avez des niveaux de profondeur. Les gens anxieux, dont parlait Nathalie, vont être dans un sommeil superficiel, et même s'ils restent 9h, 10h couchés, ils ne seront pas reposés à l'arrivée parce qu'ils ont dormi trop superficiellement. Donc évitez toutes les stimulations comme les films d'action, les films d'horreur, les lectures trop prenantes, etc., les discussions farouches, ou les séances de gym à 9h du soir après le dîner, après je vais dormir ensuite. Choisissez des choses apaisantes, n'hésitez pas à prendre des tisanes, n'hésitez pas à prendre un bain chaud, à écouter de la musique douce au casque, à faire du yoga, ce que vous voulez qui vous met en condition, mais
préparez votre sommeil pour dormir profondément. Vous faites de la relaxation avant le dîner ou après dîner, votre sommeil sera de meilleure qualité. Et donc, si vous visez la bonne synchronisation dans vos rythmes à vous et la bonne profondeur du sommeil, vous serez moins fatigué. Mais ça demande de l'hygiène et de mettre en place des conditions de vie plus respectueuses de votre cycle du sommeil. Un autre élément important, oui, c'est la chronobiologie. Je vais en parler après avoir donné par le Bernard. Je voulais peut-être en parler aussi, mais il y a un élément fondamental pour le sommeil, c'est la lumière du jour, l'exposition à la lumière. Et donc, il est fondamental de s'exposer tôt le matin à la lumière et de faire des activités physiques plutôt en première partie de journée. Et en deuxième partie de journée, c'est l'inverse. On ne va pas se mettre sur des écrans très lumineux et on ne va pas faire d'activités fortes. Et donc ça va faire venir ce train du sommeil. Et si vous avez passé une mauvaise nuit, il vaut mieux quand même se lever tôt pour s'exposer à la lumière et avoir une dette de sommeil pour la nuit suivante, pour se recaler. Vous avez déjà entendu le brame des cerfs au mois de septembre? J'ai vu les coqs de bruyère qui se battent au moment des amours. Les animaux sont influencés au travers de la luminosité du soleil pour activer la poussée de la sève comme les arbres au printemps. Et donc, être exposé à la lumière du soleil, c'est vraiment excellent sur le plan de la vitalité. Ceux qui travaillent de nuit, qui travaillent posté, c'est très compliqué parce qu'ils sont désynchronisés par rapport à la nature. En Scandinavie, où les jours sont très courts, le soleil se lève à 10h du matin et se couche à 3h de l'après-midi. Les gens sont potentiellement dépressifs et les Scandinaves prennent des vacances en plein hiver, janvier, février, pour aller se mettre au soleil, soit sur la Côte d'Azur, soit en Espagne ou en Maghreb, pour engranger du soleil qui les aide à lutter contre la dépression. Donc ça active le système physiologique, mais c'est très important pour l'ensemble du système de s'exposer au soleil et d'être en pleine lumière. Pour dormir mieux, n'hésitez pas à mettre un bandeau sur les yeux. Moi, je dors depuis des années avec un bandeau sur les yeux. Ma femme regarde son téléphone quelquefois avant de s'endormir. Moi, j'ai le bandeau sur les yeux et je commence à tomber. Vous pouvez aussi faire de la relaxation pour récupérer, si vous n'avez pas assez bien dormi dans la nuit, pendant 20 minutes, 30 minutes. Même si vous tombez dans le sommeil, vous dormez, vous serez dans la première partie du cycle. Mais si vous endormez le dimanche, par exemple, pour 3/4 d'heure, vous risquez de vous réveiller très vaseux, parce que vous avez cassé un cycle, et vous n'aurez pas fait le cycle complet. Donc, soit vous mettez le réveil, vous dormez, vous relaxez entre 20 et 30 minutes, soit vous acceptez de mettre le réveil 1h30, 2 heures, et vous partez pour un cycle complet. Ça vous aidera à récupérer. J'ai aidé un mec qui a fait le tour du monde à la voile avec le Vendée Globe il y a 3 ans, et il dormait pas plus de 30 à 45 minutes d'affilée. Donc l'état de dégradation de l'organisme et du système nerveux, c'est important. Mais je lui ai appris à récupérer par la relaxation, même sans dormir, même par paquet de 10-20 minutes, 86 jours autour de la planète, sans escale, en solitaire. Il a perdu 10 kilos en 3 mois. Mais là, tu me choques, parce que ce qu'on a fait avec le tigre, etc., je lui ai appris à le faire pour qu'il puisse se relaxer quand tout va bien, que le bateau est sur orbite, et qu'il puisse, en une fraction de seconde, parce qu'il y a une tempête, réagir très vite au maximum de ses moyens, parce que c'est l'urgence. Donc c'est pas l'un ou l'autre, il faut être capable de passer d'un état à l'autre selon les besoins. Chronobiologie. J'étais dans un colloque de médecine aérospatiale avec le médecin de la Cité des Étoiles à Moscou et de la NASA aux États-Unis, et ils nous ont parlé des marées du sommeil. On va rentrer dans les dimensions individuelles. Mais la marée montante, elle est de 7h à 13h, à peu près partout sur l'univers, sur la planète. Comme les mecs qui tournent dans les satellites autour de la planète, peu importe où il se trouve, les cycles du sommeil sont à peu près de même nature, grossièrement. Il y a une marée descendante entre 13h et 15h. Et il y a une nouvelle marée montante de 15h à 19h. Tout le monde sait que les heures de sommeil avant minuit comptent double. On disait d'avenir à partir aux gens qui se lèvent tôt.
c'est le bon sens paysan, mais la science vérifie ces choses-là. Si vous êtes dans une culture comme la France, de présentéisme, même malgré les 35 heures, les cadres souvent arrivent entre 8h et 9h au boulot, et souvent ils vont partir à 20h, 21h. Ils ont des longues journées, mais ils vont passer 1h30 à déjeuner. Quand vous êtes en Allemagne, chez Eurocopter, près de Munich, les gens mangent en 20 minutes, les ingénieurs aussi, mais à 4h d'après-midi, ils sont partis. Dans les usines aéronautiques en Angleterre, c'est la même chose. Ils arrivent à 7h du matin, ils partent entre 15 et 16h. Et ils ont toute la soirée pour se recycler, pour vivre en famille, pour faire du sport, pour faire ce qu'ils veulent, etc. Mais ils ont une vraie vie en dehors du boulot. Juste, j'ai entendu 2 fois dire ça, mais moi, le médecin du travail m'avait dit qu'une pause de 20 minutes pour manger, ça ne suffisait pas aux salariés pour manger correctement, boire correctement, aller fumer sa cigarette malheureusement, et avoir vraiment une vraie pause. Donc on avait fait des pauses un peu plus longues. Alors, tout dépend de ce que vous mangez. En Russie, où le temps est froid l'hiver, il peut faire moins 20, moins 30, moins 40, les petits déjeuners sont extrêmement copieux. On va manger de la viande, on va manger du poisson, on va manger la salade russe avec les pommes de terre et la mayonnaise, tout ça. Et les Nord-Américains, dans les Scandinaves, les Allemands, les Anglais, mangent bien le matin. Vraiment bien. Du coup, ils mangent léger le midi. Et ils mangent encore plus léger le soir et tôt. C'est-à-dire que si vous mangez, vous n'avez pas pris de petit déjeuner, vous mangez la cuisine du self à l'usine ou ailleurs, qui est plus ou moins bonne, mais bon, vous mangez par habitude parce que vous avez les crocs. Et le soir, vous rattrapez pour vous taper la cloche, vous gâchez votre sommeil parce que vous avez trop mangé, et trop tard. Quand j'étais au Japon, je travaillais dans une famille, enfin je vivais dans une famille de business people. La maman avait un restaurant de 8 étages dans le quartier des affaires avec un restaurant, un chef de chez Maxime. Mais le soir, c'était, on mangeait léger. On était dans une maison fraîche, pas chauffée, à fond. Et par contre, le matin, poisson, riz, etc., on mangeait bien. Alors, il faut regarder non seulement la durée des repas, mais ce qu'on mange en volume et comment on l'équilibre dans la journée. Les messages de bon sens, c'est manger comme un prince le matin et manger comme un pauvre le soir. Mais manger aussi suffisamment tôt. La micronutrition montre que si on dîne avant 7 heures, le corps a le temps de métaboliser la nourriture et on va avoir un sommeil qui ne sera pas perturbé par la digestion. Donc, moi je ne suis pas pour les 20 minutes, mais si on donne 3 quarts d'heure avec 20 minutes pour manger quelque chose de léger et une petite pause pour fumer ou pour s'allonger ou pour prendre l'air dehors, pour s'étirer, etc. Le but, c'est pas tomber dans le présentéisme qui est mortifère et inefficace. Parce que chez Eurocopter, j'étais en même temps à Marignane avec les Français que je vois tchatcher tout au long de la journée entre eux et qui ne sont pas productifs. Et j'ai passé 1h30 à déjeuner. Et leur journée de travail est moins efficace que les Allemands entre 7h du matin et 4h d'après-midi. Parce qu'ils sont concentrés. Tout le monde est concentré dans l'usine. Les ouvriers sur les chaînes de montage, les gens dans les bureaux sur ordinateur, les gens sont concentrés. Et nous, on fait du bruit avec la bouche, on tchatche, on interagit, mais on se fait plaisir, aux glandes. Donc c'est très important. La concentration, l'efficacité, c'est pas pareil dans tous les pays. L'Espagne, c'est pire. Ils respectent la pause là, mais ils commencent tard et ils finissent très tard, ils vont dîner à 21h. C'est culturel. Après, il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs. Les petits dormeurs, c'est 5 heures, entre 4 et 6 heures leur suffit, ils se réveillent reposés. Il y a des gros dormeurs, il leur faut au moins 9 heures. Et là, quand on est à 9h, 10h, ce sont des hypersomniaques qui sont très pénalisés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour vivre. La nuit, il leur prend beaucoup de temps. On sait moyen, c'est entre 7h et 8h. Il faut savoir qu'à cause de nos modes de vie, on a perdu 3 quarts d'heure de sommeil par jour à longueur d'année. Donc beaucoup de Français sont fatigués parce qu'ils sont abreuvés d'écran. Ils commencent trop tard, ils travaillent trop tard, ils se couchent trop tard et ils ont des soirées pourries. Ils ne dorment pas bien, superficiellement. Donc il y a un vrai rééquilibrage à faire à titre personnel, même si les visites de votre milieu ne sont pas celles-là. Est-ce que ça a répondu pour ceux qui se posaient le problème de sommeil ?
ces éléments-là. Vous pouvez trouver d'occasion, il n'est plus édité, mais La Révolution du sommeil de Pierre Puchet. C'est aux éditions Réponse de Robert Laffont. La Révolution du sommeil. Pierre Puchet. Oui. Quand le disque libre est assez bien installé depuis un certain temps, il faut longtemps pour retrouver, si on pratique cette hygiène en fait. En quelques semaines, on peut retrouver un équilibre. Et surtout si par exemple tu peux passer 15 jours dans la nature, dans les vacances, tu vas en montagne, tu vas à la campagne, et que tu laisses le temps de vivre à ton rythme, là tu vas pouvoir rééquilibrer tes phases et voir le bénéfice tout de suite. Comment tu récupères, comment tu es moins fatigué, etc. Quand on est pris dans la vie quotidienne, le boulot, la famille, c'est pas si simple de se rééquilibrer, se réajuster. Alors, l'anxiété, j'y viendrai en dernier, quand Nathalie sera disponible. La gestion de la douleur, je vais en parler après. On va revenir sur Gaëtan et sur le doute et l'incertitude. Non, j'ai pas compris. Moi, je posais le doute à la certitude. Oui, c'est ça. Pas l'incertitude. Hein. Oui, tu as raison, c'est ça. Mais certitude ou incertitude, pour les personnes qui vieillissent, on a tendance à se reposer dans sa zone de confort sur le connu. On a ses habitudes, on se connaît quand même pas trop mal, et du coup on reste dans sa zone de confort, mais on ne cherche pas trop à se dérouter, à se surprendre, etc. Or, tout à l'heure, Bernard va nous parler de la non-plasticité. Si on cesse d'apprendre, le cerveau se détériore. Dès plus de 50 ans, on se rend compte que la mémoire devient défaillante, la mémoire immédiate devient défaillante. Quand on commence à oublier le prénom de nos vieux amis, on voit bien qu'il y a des choses qui s'échappent. Alors on peut prendre des notes, etc. Mais si on n'entretient pas la mémoire, elle se détériore. Alors que Jean-Luc Barrault-Blas dans l'eau me disait, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Barrault me disait, j'ai appris 120 000 vers dans ma vie. Et donc, si à la soixantaine, vous apprenez une langue étrangère, vous apprenez des chansons, vous apprenez des poèmes, vous continuez à faire fonctionner votre mémoire, elle va s'améliorer et moins se détériorer. Moi, j'ai fait du chinois, du russe à 60 ans et du chinois à 65. J'ai pas beaucoup retenu, mais ma mémoire est meilleure que si je n'avais pas fait l'effort. Mais cette ouverture à l'inconnu, c'est vrai si vous allez en voyage dans un pays où vous n'êtes jamais, et si vous rencontrez des gens nouveaux que vous ne connaissez pas, si vous rencontrez des gens d'un autre milieu. Quand j'ai des dirigeants ou des managers, je leur dis quelles sont les professions dans vos soirées entre amis. Est-ce que c'est des gens qui font le même business que vous, dans le même niveau social, ou est-ce que vous rencontrez des gens différents? Est-ce que vous avez des architectes, des artistes, des comédiens, des peintres, etc. À Bison, c'est plutôt assez homogène. Et donc, rencontrer de l'hétérogénéité, c'est très stimulant, comme dans Traite à quatre feuilles. Je rencontre des gens différents, du coup, je découvre des univers. J'étais jamais venu à Bassins. Il y a 9 ans que je viens à Chambéry voir ma fille. Qu'est-ce qui fait que je suis à Bassins aujourd'hui? Vous connaissez la famille Charcot? Oui. Malipou Charcot. Madame Malipou Charcot et adjoint-maire ici à Bassins. J'ai rencontré dans la maison des Charcot à Neuilly. Le commandant Charcot du Pourquoi pas, qui était l'exposition arctique, vous connaissez, moi dans l'histoire générale. Mais l'arrière-grand-père était le médecin, était le professeur de neurologie de Sigmund Freud. Et donc, il y a 200 ans d'histoire de la médecine que j'ai croisé en allant visiter la maison des Charcot à Neuilly, où j'ai rencontré Anne Malipou Charcot. C'est elle qui m'a invité et permis d'être dans cette salle aujourd'hui. Ce sont donc des connexions. Mais je l'ai rencontrée parce que j'ai un copain site qui fait des expositions au Groenland, qui interagit avec elle par la dimension de découverte du réchauffement climatique et de la culture des Inuits au Groenland. Ça fait un sacré détour pour venir de Boulogne-Billancourt à Bassins. Et donc, plus vous ouvrez des connexions nouvelles,
plus vous enrichissez votre réseau social, votre façon de regarder le monde, etc. Si vous vous repliez sur vous-même, vous en tirez doucement. Et donc, cette aversion au risque, cette peur de l'incertitude, c'est un obstacle à votre évolution. Si au contraire vous restez curieux, ouvert, vous développez votre flexibilité, votre adaptabilité, et là, à nouveau, Bernard va en parler beaucoup mieux que moi sur le plan de la neuroplasticité. Il y a un film que je vais vous donner, c'est Harold et Maude. Est-ce que vous avez vu le film ou la pièce de théâtre? Les deux. Vous avez lu le livre? C'est l'histoire d'une mamie de 80 ans américaine qui aime la vie, au point qu'elle vole des Harley-Davidson pour aller se promener, même si elle n'a pas de permis. Elle rencontre un jeune homme de 20 ans profondément dépressif, suicidaire, et il est tellement influencé par la mamie qui pète le feu, qui pète la joie, qui pète l'enthousiasme, qu'il tombe amoureux d'elle parce qu'elle est la vie incarnée. Madeleine Renaud, quand je m'occupais d'elle, jouait Maud, la rôle de Maud au théâtre. Elle a 75 ans, elle faisait la chandelle, elle montrait ses jambes, alors qu'elle n'était pas quelqu'un d'exhibitionniste. Elle montait une échelle à 5 mètres de haut, etc. Et moi, je la massais le lendemain matin, après le spectacle, je suis allé voir plusieurs fois en scène, c'était merveilleux. C'était une femme assez conformiste. Elle-même, par rapport à l'anxiété, était très anxieuse. Elle avait peur de la mort. Et elle me disait, c'est incroyable, moi qui ai peur de la mort, je reçois des milliers de lettres de gens qui me disent, m'avaient redonné confiance dans la vie, parce qu'elle incarnait le personnage. Elle savait mentir vrai et faire vivre Maud pour montrer qu'il y a des issues, des alternatives sur le monde. Et tout à l'heure, dans le débat, je vous dirai un petit résumé des centenaires que j'ai interviewés dans le coin sur l'attitude face à la vie, et ça rejoint ta question. Est-ce que j'y ai partiellement répondu? Oui. Je rajouterais, si tu me permets, bien sûr, que l'excès de certitude a aussi les effets pervers. Hein. L'excès de certitude, oui, c'est un enfermement. Je ne vais pas plus loin pour ça. Se reposer, je vais en parler en finale, et je vais parler de l'anxiété et de la douleur. L'anxiété, savoir aussi, l'anxiété, savoir aussi avec l'ici et maintenant, ou le sautillement entre le passé et le futur. Les gens très anxieux sont en train de ressasser le passé en disant « oh là là, ça n'a pas bien marché », etc. Et souvent, ils se font un film où ils dramatisent en disant « puisque ça n'a pas bien marché, ça va encore mal se passer dans ce que je vais essayer, etc. » Moi, je me brosse plus les dents. La dernière fois que j'ai voulu me brosser les dents, je suis tombé sur une grève à Compagnie des Eaux. Pour peu que je veuille recommencer à me brosser les dents, je suis encore tombé sur une putain de grève. C'est vous qui voyez. Mais les temps ne se répètent pas de la même manière uniformément. Si vous vous ouvrez à la vie, elle sera bonne pour vous. Si vous êtes un triste cire, les gens vont vous fuir. Donc, abandonnez vos certitudes, ouvrez-vous à l'inconnu, et comme Maud, enfourchez l'arrêt d'Addison. Sur la gestion de la douleur, c'est pour ton épaule, et la douleur en général, il faut savoir regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Dans le système nerveux, les fibres motrices et les fibres sensitives sont dans un nerf, et il y a un double fibre. Mais les fibres sensitives véhiculent aussi bien les messages de douleur que de plaisir. Et donc, si on a peur de la douleur, eh bien, on va bloquer les messages de plaisir. Si on accepte les sensations, même désagréables, on va laisser circuler les influx nerveux et on va moins subir une douleur qui sera intense, exacerbée par l'hypersensibilité. Moi, j'ai appris au Japon à me percer le corps d'aiguilles d'acupuncture. Je peux traverser le poignet de part en part d'une aiguille d'acupuncture. Et ça ne m'inquiète pas. C'est une sensation, pas présente, mais c'est une sensation. Je l'accueille comme une sensation. Chez le dentiste, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'anesthésie parce que je me relaxe, j'accueille ce qui vient. Et en hypnose, dans le travail de traitement de la douleur, le fait de se détendre profondément et d'accepter la situation, ça divise par deux l'intensité de la douleur. Donc il y a un vrai problème pour les gens âgés, rhumatisants, avec beaucoup de douleur. Ça aide énormément à réduire la douleur. Cette manière de traiter le signal.
Tu voudrais rajouter quelque chose sur la douleur, Bernard? Oui. On peut dire qu'il y a deux composantes dans la douleur. Il y a une composante perceptive, physiologique, et une composante psychologique aussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va travailler, soit par l'hypnose, soit par la relaxation, soit par d'autres moyens, soit simplement en discutant avec une personne pendant qu'on est en train d'expliquer, eh bien, cette partie, cette composante psychologique de la douleur va être diminuée, et donc on va moins ressentir la douleur. Donc, il y a toujours ces deux composantes, et ces deux composantes vont activer des mêmes zones du cerveau. Et donc, on peut travailler sur cette douleur. Merci beaucoup. Est-ce qu'avant que je passe la parole à Pierre pour qu'il réponde lui-même à la question qu'il a posée sur se reposer et la pause, vous avez des commentaires, des questions sur cet après-midi? Oui. Oui. Donc, tout d'abord, je suis désolé, je suis obligé de vous quitter à regret, mais Tu t'emmerdes. J'allais y venir. Et donc, je suis obligé de partir. Je tiens mes engagements généralement, et là, j'ai des engagements auxquels je ne peux pas me soustraire. Je tenais à remercier ceux qui ont animé cette journée. Ça a été très riche. Moi, je suis de ceux qui écoutent, même si je ne partage pas toujours. J'essaie de faire mienne les arguments des autres personnes que j'ai en face de moi et essayer de m'en servir dans ma vie. Je vais essayer de retenir, c'est pour ça que j'ai dit en début de journée, de retenir un certain nombre de choses qui me permettront d'améliorer ma personne. Et merci aussi aux participants parce que par leur intervention, par leur manière d'être, apportent, peut-être pas autant, mais apportent énormément au travail qui peut se faire sur ce type de journée. Donc merci à tous, bonne continuation. Je regrette de ne pas être à la table ronde. Ma femme sera là pour me rapporter, si je puis dire, ce qu'elle a retiré comme bénéfice. Merci encore. Bon match. Elle le dira toute seule. Tiens, le micro est en panne. C'est Lina qu'elle s'appelle. Lina, comme ça. Pas Lina. Lina, L-I-N-A. Désolé. Alors, D'autres commentaires, questions? Au revoir Gaëtan, merci. Et puis Gaëtan est très pris, comme je l'ai été aussi pendant très longtemps, parce que c'est l'engagement que tu as eu tout au long de ta vie qui fait de ton corps engagé. Je pense que la colère m'anime encore. Ah, c'est bien. Tu viens du... Juste, tu n'as pas parlé du côté réparateur de la pièce. En ce qui me concerne, je vais essayer de Pierre parler de... Je vais essayer de répondre à la question. quand on a la chance de pouvoir en bénéficier. Vas-y, réponds à la question. Alors, C'est une injonction que je te donne. Il y a des pays où la sieste est recommandée. Il y a des pays où on trouve que c'est de la fainéantise. Ça, c'est vraiment une vue à courte vue. En Allemagne, les kinés sont dans les usines pour apprendre aux gens à se détendre dans les pauses. Il y a le laboratoire Axo qui fabrique des pilules pour les femmes en anticonception. Ils ont une usine en Normandie. Il y a des salles de pause où les ouvriers et les ouvrières ont des couchettes pour s'allonger 15-20 minutes pendant la journée de travail 2 fois par jour. Donc ils perdent entre 30 et 40 minutes de boulot. Un ingénieur français, un directeur français, trouverait que c'est de la perte en productivité. Sauf qu'en se reposant 2 fois 15-20 minutes, la productivité augmente. Dans le temps de travail qui reste, les gens sont moins fatigués, plus concentrés, et ils abattent plus de travail de meilleure qualité. Il y a moins d'absentéisme, il y a moins d'accidents de travail, les gens sont plus vigilants, etc. Et donc, dans beaucoup de pays, dont l'Asie, on sait prendre soin du corps pour se mettre en condition et travailler, même beaucoup, mais de manière détendue. Et donc, la sieste, c'est un bon rituel, quitte à ce qu'elle fasse que 15-20 minutes, mais on peut rentrer dans un sommeil profond, dans une relaxation profonde, grâce à ce temps de pause. Et Pierre va continuer à parler un peu de la pause et du repos, mais juste un élément de compréhension.
Le tonus musculaire, il est variable tout au long de la journée. Vous avez un tonus de veille plus ou moins élevé selon les constitutions des gens. Vous avez un tonus d'action qui est plus important. Si je dois retourner un tas de sable pour faire du ciment, je vais mobiliser pas mal mon corps, mes muscles et mes glandes endocrines, mes hormones. Mais si je suis au repos dans mon canapé devant la télévision, je suis relâché. Le tonus de sommeil, il est encore plus bas. Je descends dans un niveau de relaxation encore plus bas. Mais les gens qui font du yoga, la méditation, la relaxation approfondie, ils vont descendre à un niveau de tonus encore plus bas que pendant une nuit de sommeil bien reposante. Et donc les gens qui font du yoga par exemple, ils vont gagner un cycle de sommeil sans être fatigués. Ils vont dormir que 5-6 heures par nuit, mais ils vont s'arrêter une demi-heure pour se reposer après déjeuner. Donc c'est vraiment en termes d'économie énergétique tout à fait intéressant de regarder les cycles, les modes de récupération et la façon de faire des mini-pauses. Les Japonais dorment dans le métro le matin en partant au boulot et ils se réveillent à la station d'avant de descendre. Ils savent le faire. Et nous, on a tout le temps sur les écrans. Voilà.